7. Après Nola. Chérissez l'amour, Marcus. Faites-en votre plus belle conquête, votre seule ambition. Après les hommes, il y aura d'autres hommes. Après les livres, il y aura d'autres livres. Après la gloire, il y a d'autres gloires. Après l'argent, il y a encore de l'argent. Mais après l'amour, Marcus, après l'amour, il n'y a plus que le sel des larmes. La vie après Nola, ce n'était plus la vie. Tout le monde dit qu'à Aurora, durant les mois qui suivirent sa disparition, la ville sombra lentement dans la dépression et la hantise d'un nouvel enlèvement. Ce fut l'automne et ses arbres colorés, mais les enfants n'eurent plus l'occasion d'aller se jeter dans les immenses tas de feuilles mortes amassées en bordure des allées. Les parents, inquiets, les surveillaient sans cesse. Désormais, ils attendaient le bus scolaire avec eux et se postaient dans la rue à l'heure du retour. À partir de 15h30, il y avait sur les trottoirs des alignements de mères, une devant chaque maison, formant une haie humaine dans les avenues désertes, sentinelles impassibles guettant l'arrivée de leur progéniture. Les enfants n'avaient plus le droit de se déplacer seuls. Le temps béni où les rues étaient remplies de gamins joyeux et hurlants était révolu. Il n'y eut plus de matchs de hockey sur patins à roulettes devant les garages. Il n'y eut plus de concours de cordes à sauter, ni de marelles géantes dessinées à la craie sur le bitume. Sur la rue principale, il n'y eut plus de vélos jonchant le trottoir devant le magasin général de la famille Hendorf, où l'on pouvait acheter une poignée de bonbons avec un quarter. Il plana bientôt dans les rues le silence inquiétant des villes fantômes. Les maisons étaient fermées à clé, et à la nuit tombée, les pères et les maris, organisés en patrouille citoyenne, battaient le pavé pour protéger leur quartier et leur famille. La plupart s'armaient d'un gourdin, certains emportaient leurs fusils de chasse. Ils disaient que, s'il le fallait, ils n'hésiteraient pas à tirer. La confiance était brisée. Les gens de passage, commis voyageurs et routiers, étaient mal accueillis et sans cesse surveillés. Le pire était la méfiance qu'éprouvaient les habitants entre eux. Des voisins amis depuis 25 ans s'épiaient à présent mutuellement. Et tout le monde se demandait ce que faisait l'autre le 30 août 1975 en fin d'après-midi. Les véhicules de la police et du bureau du shérif tournaient sans cesse à travers la ville. Pas de police inquiétée, trop de police effrayée. Et lorsqu'une très reconnaissable Ford noire banalisée de la police d'État stationnait devant le 245 Terrasse Avenue, tout le monde se demandait si c'était le capitaine Roddick qui venait apporter des nouvelles. La maison des Kellergan garda les rideaux tirés durant des jours, des semaines, puis des mois. David Kellergan n'officiant plus, un pasteur remplaçant fut dépêché depuis Manchester pour assurer les services à St. James. Puis ce furent les brumes de la fin octobre. La région fut envahie par des nuées grises, opaques et humides, et il tomba bientôt une pluie discontinue et glaciale. Agusco Vari dépérissait, seul. Il y avait 2 mois qu'on ne le voyait plus nulle part. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, à travailler sur sa machine à écrire, accaparé par la pile de pages manuscrites qu'il relisait et retapait minutieusement. Il se levait de bonne heure, il se préparait soigneusement, il se rasait de près et s'habillait coquettement, alors qu'il savait qu'il ne sortirait pas de chez lui, ni ne verrait personne. Il s'installait face à sa table et se mettait au travail. Les rares interruptions ne servaient qu'à aller remplir sa cafetière. Le reste du temps, il le passait à retranscrire, à relire, à corriger, à déchirer et à recommencer. Il n'était dérangé dans sa solitude que par Jenny. Tous les jours, elle venait le trouver après son service, inquiète de le voir s'éteindre lentement. Elle arrivait en général aux alentours de 18h. Le temps de franchir les quelques pas qui la menaient de sa voiture au porche, elle était déjà trempée de pluie. Elle portait avec elle un panier débordant de provisions glanées au Clarks, sandwich au poulet, œufs à la mayonnaise, pâte au fromage et à la crème qu'elle gardait, chaude et fumante, dans un plat en métal. Pâtisserie fourrée qu'elle avait cachée des clients pour être certaine qu'il en reste pour lui. Elle sonnait à la porte. Il bondissait de sa chaise. « Nola, Nola chérie !» Il accourait à la porte. Elle était là, devant lui, rayonnante, magnifique. Ils s'élançaient l'un contre l'autre. Il la prenait dans ses bras. Il la faisait tourner autour de lui, autour du monde. Ils s'embrassaient. « Nola, Nola, Nola !» Ils s'embrassaient encore et ils dansaient. C'était le bel été, le ciel avait ses lumières éclatantes d'avant la nuit. Il y avait au-dessus d'eux des nuées de mouettes qui chantaient comme des rossignols. Elle souriait, elle riait. Son visage était un soleil. Elle était là, il pouvait la serrer contre lui, toucher sa peau, caresser son visage, sentir son parfum, jouer avec ses cheveux. Elle était là, elle était vivante. Ils étaient vivants. « Mais où étais-tu passé ?» demandait-il en posant ses mains sur les siennes. « Je t'ai attendu. J'ai eu tellement peur. Tout le monde a dit qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ils disent que la mère Cooper t'a vu en sang près de Side Creek. Il y avait la police partout. Ils ont fouillé la forêt. J'ai cru qu'il t'était arrivé un malheur et je devenais fou de ne pas savoir quoi. » Elle l'étreignait fort, elle s'agrippait à lui et le rassurait. « Ne vous en faites pas, Harry chéri. Il ne m'est rien arrivé, je suis là. Je suis là. Nous sommes ensemble pour toujours. Avez-vous mangé ? Vous devez avoir faim. Avez-vous mangé ? As-tu mangé ? Harry ? Harry, ça va ?
demandait Jenny au fantôme livide et émacié qui lui avait ouvert la porte. La voix de la jeune femme le ramenait à la réalité. Il faisait sombre et froid, une pluie diluvienne tombait bruyamment. C'était presque l'hiver. Les mouettes étaient parties depuis longtemps. « Jenny, disait-il hagard, c'est toi ?»« Oui, c'est moi. Je t'ai apporté à manger, Harry. Tu dois t'alimenter, tu ne vas pas bien du tout. » Il la regardait, mouillée et grelottante. Il la faisait entrer. Elle ne restait que brièvement. Le temps de déposer le panier dans la cuisine, de récupérer les plats de la veille. Lorsqu'elle constatait qu'il n'avait été qu'à peine entamé, elle le réprimandait gentiment. « Harry, il faut manger. »« Parfois j'oublie, répondait-il. Mais enfin, comment peut-on oublier de se nourrir ? C'est à cause de ce livre que j'écris. Je suis plongée dedans et j'oublie le reste. Ce doit être un très beau livre, disait-elle. Un très beau livre. Elle ne comprenait pas comment on pouvait se mettre dans un tel état pour un livre. Chaque fois, elle espérait qu'il lui demanderait de rester dîner avec lui. Elle préparait toujours des plats pour 2 personnes, et il ne le remarquait jamais. Elle restait quelques minutes debout entre la cuisine et la salle à manger, à ne pas savoir quoi dire. Il hésitait toujours à lui proposer de rester un moment, mais il renonçait parce qu'il ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Il savait qu'il n'aimerait jamais plus. Quand le silence devenait gênant, il lui disait merci, et il allait ouvrir la porte d'entrée pour l'inviter à s'en aller. Elle rentrait chez elle, déçue, inquiète. Son père lui préparait un chocolat chaud dans lequel il faisait fondre un marshmallow, et il allumait un feu dans la cheminée du salon. Il s'asseyait dans le canapé, face à l'âtre, et elle racontait à son père combien Harry se morfondait. « Pourquoi est-il si triste ?» demandait-elle. « On dirait qu'il va mourir. »« Je n'en sais rien, » répondait Robert Quinn. Il avait peur de sortir. Les rares fois où il quittait Guscove, il trouvait à son retour ces horribles lettres. Quelqu'un l'épiait, quelqu'un lui voulait du mal. Quelqu'un guettait ses absences et accrochait une petite enveloppe de correspondance dans l'encadrement de la porte. À l'intérieur, toujours ce même mot. « Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans, et bientôt toute la ville saura. » Qui pouvait lui en vouloir ? Qui savait pour lui Enola et voulait à présent lui nuire ? Il en était malade. À chaque lettre trouvée, il sentait venir des poussées de fièvre. Il avait des maux de tête, il avait des angoisses. Il lui arrivait d'avoir des crises de nausées et des insomnies. Il craignait d'être accusé d'avoir fait du mal à Nola. Comment pourrait-il prouver son innocence ? Il se mettait alors à imaginer les pires scénarios, l'horreur d'un quartier de haute sécurité d'un pénitencier fédéral jusqu'à la fin de sa vie, ou peut-être même la peine capitale. Il en développa peu à peu une peur de la police. La vue d'un uniforme ou d'une voiture de police le mettait dans un état de nervosité extrême. Un jour qu'il sortait du supermarché, il remarqua une patrouille de la police d'État arrêtée sur le parking, avec un agent à l'intérieur qui le suivait du regard. Il s'efforça de rester calme et accéléra le pas jusqu'à sa voiture, ses commissions dans les bras. Mais soudain il entendit qu'on l'appelait. C'était le policier. Il feignit de ne rien entendre. Il y eut un bruit de portière derrière lui. Le policier sortait de sa voiture. Il perçut son pas, le tintement de sa ceinture chargé des menottes, de son arme, de sa matraque. Arrivé à sa voiture, il jeta les commissions dans le coffre pour fuir plus vite. Il tremblait, il était en sueur, sa vision était réduite. Il était complètement paniqué. Surtout, rester calme, se dit-il, monter en voiture et disparaître. Ne pas rentrer à Guscove. Mais il n'eut le temps de rien faire. Il sentit une main puissante se poser sur son épaule. Il ne s'était jamais battu, il ne savait pas comment se battre. Que devait-il faire ? Devait-il le repousser en arrière, le temps de se précipiter à bord de sa voiture et de prendre la fuite ? Lui donner des coups ? Se saisir de son arme et l'abattre ? Il fit volte-face, il était prêt à tout. Le policier lui tendit alors un billet de 20 $. « C'est tombé de votre poche, monsieur. Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas entendu. Ça va, monsieur ? Vous êtes tout blanc. » « Ça va, répondit Harry, ça va. J'étais dans mes réflexions et... Enfin, merci. Je dois y aller. » Le policier lui adressa un geste sympathique de la main et retourna à sa voiture. Harry tremblait. À la suite de cet épisode, il s'inscrivit à un cours de boxe. Il s'y mit assidûment. Puis il finit par décider d'aller voir quelqu'un. Renseignement pris, il contacta le docteur Roger Ashcroft, à Concorde, qui était apparemment l'un des meilleurs psychiatres de la région. Ils convinrent d'une séance hebdomadaire, les mercredis matins, de 10h40 à 11h30. Au docteur Ashcroft, il ne parla pas des lettres, mais il parla de Nola. Sans la mentionner, mais pour la première fois il put raconter Nola à quelqu'un. Cela lui fit un bien considérable. Ashcroft, dans son fauteuil rembourré, l'écoutait attentivement, faisant jouer ses doigts sur un sous-main chaque fois qu'il se lançait dans une interprétation. « Je crois que je vois des morts, » expliqua Harry. « Donc votre amie est morte » conclut Ashcroft. « Je n'en sais rien. C'est ça qui me rend fou. »« Je ne crois pas que vous soyez fou, monsieur Kébert. Parfois, je vais sur la plage et je crie son nom.
et lorsque je n'ai plus la force de crier, je m'assois sur le sable et je pleure. Je crois que vous êtes dans un processus de deuil. Il y a votre part rationnelle, lucide, consciente, qui se bat avec une autre part de vous qui, elle, refuse d'accepter ce qui, à ses yeux, est inacceptable. Lorsque la réalité est trop insupportable, on essaie de la détourner. Peut-être que je pourrais vous prescrire des relaxants pour vous aider à vous détendre. Non, surtout pas. Je dois pouvoir être concentrée sur mon livre. Parlez-moi de ce livre, monsieur Kébert. C'est une histoire d'amour merveilleuse. Et de quoi parle cette histoire ? D'un amour entre deux êtres qui ne pourra jamais avoir lieu. C'est l'histoire de vous et de votre ami ? Oui, je hais les livres. Pourquoi ? Ils me font du mal. C'est l'heure. Nous reprendrons la semaine prochaine. Très bien, merci docteur. Un jour, dans la salle d'attente, il croisa Tamara Quinn qui sortait du cabinet. Le manuscrit fut achevé à la mi-novembre, au cours d'une après-midi tellement sombre qu'on ne savait si c'était le jour ou la nuit. Il tassa l'épais paquet de pages et relut attentivement le titre qui s'inscrivait en majuscules sur la couverture. « Les origines du mal » par Harry L. Kébert. Il éprouva soudain le besoin d'en parler à quelqu'un, et il se rendit aussitôt au Clarks pour trouver Jenny. « J'ai fini mon livre, lui dit-il dans un élan d'euphorie. Je suis venu à Aurora pour écrire un livre et le voilà. Il est terminé, terminé, terminé. » « C'est formidable, répondit Jenny. Je suis certaine que c'est un très grand livre. Que vas-tu faire à présent ? » « Je vais aller à New York quelque temps pour le proposer à des éditeurs. » Il soumit des copies du manuscrit à 5 des grandes maisons d'édition de New York. Moins d'un mois plus tard, les 5 maisons le recontactèrent, certaines d'avoir là un chef-d'œuvre, et surenchérissant pour l'achat des droits. Une nouvelle vie débutait. Il engagea un avocat et un agent. À quelques jours de Noël, il signa finalement un contrat phénoménal de $100 000 avec l'une d'entre elles. Il était en route pour la gloire. Il rentra à Cusco le 23 décembre, au volant d'une Chrysler Cordoba flambant neuve. Il avait tenu à passer Noël à Aurora. Coincée dans la porte, une lettre anonyme déposée depuis plusieurs jours, la dernière qu'il recevrait jamais. La journée du lendemain fut consacrée à la préparation du repas du soir. Il fit rôtir une gigantesque dinde, fit dorer des haricots au beurre et sauter des pommes de terre dans l'huile, confectionna un gâteau au chocolat et à la crème fraîche. Le tourne-disque jouait Madame Butterfly. Il dressa une table pour deux à côté du sapin. Il ne remarqua pas derrière la vitre embuée Robert Quinn qui l'observait et qui se jura ce jour-là de cesser ses lettres. Après avoir dîné, Harry s'excusa auprès de l'assiette vide qui lui faisait face et s'éclipsa un instant dans son bureau. Il en revint avec un grand carton. « C'est pour moi » s'écria Nola. « Ça n'a pas été facile de le trouver, mais tout arrive » répondit Harry en déposant le carton par terre. Nola s'agenouilla près de la boîte. « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est » répéta-t-elle en soulevant les bâtons du carton, qui n'étaient pas scellés. Un museau apparut et bientôt une petite tête jaune. « Un chiot ! C'est un chiot ! Un chien couleur du soleil ! Oh, Harry, Harry chéri, merci, merci !» Elle sortit le petit chien de la boîte et le prit dans ses bras. C'était un labrador d'à peine 2 mois et demi. « Tu t'appelleras Storm, expliqua-t-elle au chien. « Storm. Storm, tu es le chien dont j'ai toujours rêvé. » Elle déposa le chiot sur le sol. Il se mit à explorer son nouvel environnement en jappant. Et elle s'accrocha au cou de Harry. « Merci, Harry, je suis si heureuse avec vous. Mais j'ai tellement honte. Je n'ai pas de cadeau pour vous. »« Mon cadeau, c'est ton bonheur, Nola. » Il la serra dans ses bras. Mais il lui sembla qu'elle glissait. Bientôt, il ne la sentit plus. Il ne la vit plus. Il l'appela, mais elle ne répondit plus. Il se retrouva seul, debout au milieu de la salle à manger, à serrer ses propres bras. À ses pieds, le chiot était sorti de sa boîte et jouait avec les lacets de ses chaussures. Les origines du mal parurent en juin 1976. Dès sa sortie, le livre rencontra un immense succès. Encensé par la critique, le prodigieux Harry Kébert, 35 ans, était désormais considéré comme le plus grand écrivain de sa génération. 2 semaines avant la sortie du livre, conscient de l'impact qu'il allait susciter, l'éditeur de Harry fit en personne le trajet jusqu'à Aurora pour venir le chercher. « Allons, Kébert, on me dit que vous ne voulez pas venir à New York » interrogea l'éditeur. « Je ne peux pas partir, dit Harry, j'attends quelqu'un. »« Vous attendez quelqu'un ? Qu'est-ce que vous me racontez là ? Toute l'Amérique vous veut, vous allez devenir une immense vedette. »« Je ne peux pas partir, j'ai un chien. »« Eh bien, nous le prenons avec nous. Vous verrez, nous le chouchouterons. Il aura une nounou, un cuisinier, un promeneur, un toiletteur. Allons, faites votre valise et en route pour la gloire, mon ami. » Et Harry quitta Aurora pour une tournée de plusieurs mois à travers le pays. On ne parla bientôt plus que de lui et de son stupéfiant roman. Depuis la cuisine du Clarks ou dans sa chambre à coucher, Jenny le suivait par le biais de la radio, de la télévision. Elle achetait tous les journaux à son sujet. Elle conservait religieusement tous les articles. Chaque fois qu'elle voyait son livre dans un magasin, elle l'achetait.
Elle en avait plus de 10 exemplaires. Elle les avait tous lus. Souvent, elle se demandait s'il reviendrait la chercher. Lorsque le facteur passait, elle se surprenait à attendre une lettre. Lorsque le téléphone sonnait, elle espérait que c'était lui. Elle attendit tout l'été. Lorsqu'elle croisait une voiture semblable à la sienne, son cœur battait plus fort. Elle attendit durant l'automne qui suivit. Lorsque la porte du Clark s'ouvrait, elle imaginait que c'était lui qui revenait la chercher. Il était l'amour de sa vie. Et en attendant, pour s'occuper l'esprit, elle repensait au jour béni où il venait travailler à la table 17 du Clarks. Là, tout près d'elle, il avait écrit ce chef-d'œuvre dont elle relisait chaque page tous les soirs. S'il voulait rester vivre à Aurora, il pourrait continuer à venir ici tous les jours. Elle resterait faire le service pour le plaisir d'être à ses côtés. Peu lui importait de servir des hamburgers jusqu'à la fin de son existence, si elle existait à ses côtés. Elle garderait cette table pour lui, pour toujours. Et malgré les récriminations de sa mère, elle commanda, à ses frais, une plaque en métal qu'elle fit visser sur la table 17 et sur laquelle était gravé « C'est à cette table que, durant l'été 1975, l'écrivain Harry Kéber a rédigé son célèbre roman « Les origines du mal ». Le 13 octobre 1976, elle fêta ses 26 ans. Harry était à Philadelphie, elle l'avait lu dans le journal. Depuis son départ, il ne lui avait pas donné signe de vie. Ce soir-là, dans le salon de la maison familiale, et devant ses parents, Travis Down, qui était venu déjeuner chez les Quinn tous les dimanches, depuis un an, demanda sa main à Jenny, et comme elle n'avait plus d'espoir, elle accepta. Juillet 1985. 10 ans après les événements, le spectre de Nola et de son enlèvement avait été balayé par le temps. Dans les rues d'Aurora, il y avait longtemps que la vie avait repris ses droits. Les enfants, sur leurs patins à roulettes, y jouaient de nouveau bruyamment au hockey. Les concours de cordes à sauter avaient recommencé et des marelles géantes étaient réapparues sur les trottoirs. Dans la rue principale, les vélos encombraient de nouveau la devanture de l'épicerie de la famille Endorf. À Goose Cove, à la fin d'une matinée de la 2e semaine de juillet, Harry, installé sur la terrasse, profitait de la chaleur des beaux jours en corrigeant des feuillets de son nouveau roman. Couché, près de lui, le chien Storm dormait. Une nuée de mouettes passa au-dessus de lui. Il les suivit du regard. Elles se posèrent sur la plage. Il se leva aussitôt pour aller chercher à la cuisine du pain sec qu'il gardait dans une boîte en fer blanc, marquée de l'inscription « Souvenir de Rockland, Maine ». Puis descendit sur la plage pour le distribuer aux oiseaux, suivi à la trace par le vieux Storm, dont la marche était rendue difficile par l'arthrose. Il s'assit sur les galets pour contempler les oiseaux, et le chien s'assit à côté de lui. Il le caressa longuement. « Mon pauvre vieux Storm, lui disait-il, t'as de la peine à marcher, hein. C'est que t'es plus tout jeune. Je me souviens du jour où je t'ai acheté. C'était juste avant Noël 75. T'étais une foutue minuscule boule de poils, pas plus grosse que mes 2 poings. » Soudain, il entendit une voix qui l'appelait. « Harry !» Sur la terrasse, un visiteur le hélait. Harry plissa les yeux et reconnut Eric Rendall, le recteur de l'université de Burroughs, dans le Massachusetts. Les 2 hommes avaient sympathisé au cours d'une conférence, une année auparavant, et ils avaient gardé des contacts réguliers depuis. « Eric, c'est vous ?» répondit Harry. « C'est bien moi. Ne bougez pas, je remonte. » Une poignée de secondes plus tard, Harry, péniblement suivi par le vieux labrador, rejoignit Rendall sur sa terrasse. « J'ai essayé de vous joindre, » expliqua le recteur pour justifier sa visite impromptue. « Je ne réponds pas souvent au téléphone, » sourit Harry. « C'est votre nouveau roman ?» demanda Rendall en avisant les feuillets éparpillés sur la table. « Oui, il doit sortir cet automne. 2 ans que j'y travaille. Je dois encore relire les épreuves, mais vous savez, je crois que rien de ce que je pourrais écrire ne sera jamais comme les origines du mal. » Rendall dévisagea Harry avec sympathie. « Au fond, dit-il, les écrivains n'écrivent qu'un seul livre par vie. » Harry acquiesça d'un signe de tête et offrit du café à son visiteur. Puis ils s'installèrent autour de la table, et Rendall expliqua. « Harry, je me suis permis de venir vous trouver parce que je me rappelle que vous m'aviez dit avoir envie d'enseigner à l'université. Or, il y a une place de professeur qui se libère au département de littérature de Burroughs. Je sais que ce n'est pas Harvard, mais nous sommes une université de qualité. Si le poste vous intéresse, il est à vous. » Harry se tourna vers le chien couleur du soleil et lui flatta l'encolure. « T'entends ça, Storm ?» lui murmura-t-il à l'oreille. « Je vais devenir professeur à l'université. » 6. Le principe Barnaski. Vous voyez, Marcus, les mots c'est bien, mais parfois ils sont vains et ne suffisent plus. Il arrive un moment où certaines personnes ne veulent pas vous entendre. Que convient-il de faire alors ? Attrapez-les par le col et appuyez votre coude contre leur gorge, très fort. Pourquoi ? Pour les étrangler. Quand les mots ne peuvent plus rien, allez distribuer quelques coups de poing. Au début du mois d'août 2008, au vu des nouveaux éléments révélés par l'enquête, le bureau du procureur de l'État du New Hampshire présenta au juge en charge de l'affaire un nouveau rapport, concluant que Luther Caleb était l'assassin de Deborah Cooper et de Nola Kellergan, qu'il avait enlevé, battu à mort et enterré à Goose Cove.
À la suite de ce rapport, le juge convoqua Harry pour une audience urgente, au cours de laquelle il abandonna définitivement les accusations pesant sur lui. Ce dernier rebondissement donnait à l'affaire les couleurs du grand feuilleton de l'été. Harry Kébert, la vedette rattrapée par son passé et tombée en disgrâce, était finalement blanchi après avoir risqué la peine de mort et avoir vu sa carrière ruinée. Luther Caleb accéda à une sordide notoriété posthume qui lui valut de voir sa vie étalée dans les journaux et son nom inscrit au panthéon des grands criminels de l'histoire de l'Amérique. L'attention générale ne se focalisa bientôt plus que sur lui. Sa vie fut fouillée, les hebdomadaires illustrés revinrent sur son histoire personnelle en multipliant les photos d'archives achetées à des proches. Ses années insouciantes à Portland, son talent pour la peinture, son passage à tabac, sa descente aux enfers, son besoin de peindre des femmes nues passionna le public et des psychiatres furent interrogés pour des compléments d'explication. Était-ce une pathologie connue? Cela pouvait-il laisser présumer de la suite tragique des événements? Une fuite au sein de la police permit la diffusion d'images du tableau retrouvé chez Elijah Stern, laissant la voie ouverte aux spéculations les plus folles. Tout le monde se demandait pourquoi Stern, homme puissant et respecté, avait cautionné les séances de peinture d'une fille de 15 ans dénudée. Des regards désapprobateurs se tournaient en direction du procureur de l'État, que d'aucuns jugeaient responsable d'avoir agi sans réfléchir et d'avoir précipité le fiasco Kébert. Certains considéraient même qu'en signant le fameux rapport d'août, le procureur avait signé la fin de sa carrière. Ce dernier fut en partie sauvé par Guy Hallowwood, qui, en sa qualité de responsable de l'enquête pour la police, assuma pleinement ses responsabilités, convoquant une conférence de presse pour expliquer qu'il était celui qui avait arrêté Harry Kébert, mais qu'il était également celui qui l'avait fait libérer, et que ceci n'était pas un paradoxe, ni une défaillance, mais bien la preuve d'un fonctionnement correct de la justice. « Nous n'avons emprisonné personne à tort, déclara-t-il au journaliste venu en nombre. Nous avons eu des soupçons et nous les avons dissipés. Nous avons agi en cohérence dans les deux cas, c'est le travail de la police. » Et pour expliquer pourquoi il avait fallu toutes ces années pour identifier le coupable, il mentionna sa théorie des circonvolutions. Nola était l'élément central, autour duquel beaucoup d'autres éléments gravitaient. Il avait fallu isoler jusqu'au dernier pour trouver son meurtrier. Mais ce travail n'avait pu se faire que grâce à la découverte du corps. Vous dites qu'il nous a fallu 33 ans pour résoudre ce meurtre, rappela-t-il à son auditoire, mais en fait il nous a fallu 2 mois seulement. Pendant le reste du temps, il n'y avait pas de corps, pas de meurtre, juste une gamine disparue. Celui qui comprenait le moins la situation était Benjamin Roth. Une après-midi que je le croisai par hasard au rayon cosmétique de l'un des grands centres commerciaux de Concorde, il me dit « C'est fou, je suis allé voir Harry à son motel hier. On aurait dit que l'abandon des charges ne le réjouissait pas plus que ça. » « Il est triste, expliquai-je. »« Triste ? On a gagné et il est triste ?»« Il est triste parce que Nola est morte. Mais ça fait 33 ans qu'elle est morte. Là, elle est vraiment morte. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Goldman. » Ça ne m'étonne pas. Enfin bref, je suis passé le voir pour lui dire de prendre ses dispositions pour sa maison. J'ai eu les types de l'assurance. Ils vont tout prendre en charge, mais il faut qu'il contacte un architecte et qu'il décide de ce qu'il veut faire. Il avait l'air de s'en ficher complètement. Tout ce qu'il a réussi à me dire, c'est « Emmenez-moi là-bas ». Nous y sommes allés. Il y a encore des tas de saloperies dans cette maison, le saviez-vous ? Il y a tout laissé, des meubles et des objets encore intacts. Il dit qu'il n'a plus besoin de rien. Nous sommes restés plus d'1 heure là-dedans. 1 heure à foutre en l'air mes pompes à $600. Moi, je lui montrai ce qu'il pouvait reprendre, surtout parmi ses meubles anciens. Je lui ai proposé de faire tomber un des murs pour agrandir le salon. Et je lui ai aussi rappelé qu'on pouvait poursuivre l'État pour le tort moral causé par toute cette affaire, et qu'on pouvait prétendre à un joli pactole. Mais il n'a même pas réagi. Je lui ai proposé de contacter une entreprise de déménagement pour emporter ce qui était intact et stocker tout ça dans un garde-meuble. Je lui ai dit qu'il avait de la chance jusque-là, parce qu'il n'y avait eu ni pluie ni voleur, mais il m'a répondu que ce n'était pas la peine. Il a même ajouté que cela n'avait pas d'importance si on venait le voler. Comment les meubles seraient utiles à quelqu'un? Vous y comprenez quelque chose, vous, Goldman? Oui, la maison ne lui sert plus à rien. Plus à rien? Pourquoi ça? Parce qu'il n'a plus personne à y attendre. À attendre? Mais attendre qui? Nola. Mais Nola est morte. Justement. Roth haussa les épaules. Au fond, me dit-il, j'avais raison depuis le début. Cette petite Kellergan, c'était une salope. Elle s'est fait passer dessus par toute la ville, et Harry a simplement été le dadon de la farce, le doux romantique, un peu bécasson, qui s'est tiré dans le pied en lui écrivant des mots d'amour, voire un bouquin tout entier. Il eut un rire gras. C'était trop. D'un geste vif et d'une seule main, je l'attrapai par le col de sa chemise et le plaquai contre un mur, faisant tomber des bouteilles de parfum qui se brisèrent sur le sol. Puis j'enfonçai mon avant-bras libre dans sa gorge. Nola a changé la vie de Harry, m'écriai-je. Elle s'est sacrifiée pour lui. Je vous interdis de répéter à tout le monde que c'était une salope. Il essaya de se dégager, mais il ne pouvait rien faire. J'entendais sa petite voix étranglée qui suffoquait. Des gens s'attroupèrent autour de nous, des agents de sécurité accoururent et je finis par le lâcher. Il avait la tête rouge comme une tomate, la chemise débraillée. Il balbutia. «
Vous êtes fou, Goldman, vous êtes fou, fou comme Kébert. Je pourrais porter plainte, vous savez. Faites ce que vous voulez, Roth. Il partit furieux et lorsqu'il fut éloigné, il cria. C'est vous qui avez dit que c'était une salope, Goldman. C'était dans vos feuillets, non? Tout ça, c'est de votre faute. Je voulais justement que mon livre répare la catastrophe causée par la diffusion des feuillets. Il restait 1 mois et demi avant sa sortie officielle, et Roy Barnaski était survolté. Il me téléphonait plusieurs fois par jour pour me faire part de son excitation. « Tout est parfait !» s'exclama-t-il lors de l'une de nos conversations. « Timing parfait. Le rapport du procureur qui sort maintenant, tout ce remue-ménage, c'est une espèce de coup de chance incroyable. Parce que dans 3 mois, il y a l'élection présidentielle, et plus personne n'aurait porté alors le moindre intérêt à votre livre, ni à cette histoire. Vous savez, l'information est un flux illimité dans un espace limité. La masse d'informations est exponentielle, mais le temps que chacun lui accorde est restreint et inextensible. Le commun des mortels y consacre quoi? 1 heure par jour? 20 minutes de journal gratuit dans le métro le matin? Une demi-heure sur Internet au bureau? Et un quart d'heure de CNN le soir avant de se coucher. Et pour remplir cet espace temporel, il y a de la matière infinie. Il se passe des tas de choses dégueulasses dans le monde. Mais on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas parler de Nola Kellergan et du Soudan. On n'a pas le temps, vous comprenez? Durée de l'attention, 15 minutes de CNN le soir. Après, les gens veulent voir leur série télé. La vie est une question de priorité. Vous êtes cynique, Roy, lui répondis-je. Non, mon Dieu, non. Arrêtez de m'accuser de tous les maux. Je suis simplement dans la réalité. Vous êtes un doux chasseur de papillons, un rêveur qui parcourt la steppe à la recherche d'inspiration. Mais vous pourriez m'écrire un chef-d'œuvre sur le Soudan que je ne le publierai pas. Parce que les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors oui, vous pouvez considérer que je suis un salaud, mais je ne fais que répondre à la demande. Le Soudan, tout le monde s'en lave les mains, et c'est comme ça. Aujourd'hui, on parle de Harry Kébert et de Nola Kellergan partout. Et il faut en profiter. Dans 2 mois, on parlera du nouveau président, et votre livre n'existera plus. Mais on en aura vendu tellement que vous serez en train de vous la couler douce dans votre nouvelle maison des Bahamas. Il n'y avait pas à dire, Barnaski avait un don pour occuper l'espace médiatique. Tout le monde parlait déjà du livre. Et plus on en parlait, plus il en faisait parler encore en multipliant les campagnes publicitaires. L'affaire Harry Kébert, le livre à $1 million, comme le présentait la presse. Car je réalisais que la somme astronomique qu'il m'avait proposée, et à propos de laquelle il s'était largement répandu dans les médias, était en fait un investissement publicitaire. Au lieu de dépenser cet argent en promotion ou en affiches, il l'avait utilisé pour attiser l'intérêt général. Il ne s'en cacha d'ailleurs pas lorsque je lui posai la question, et il m'expliqua sa théorie à ce sujet. Selon lui, les règles commerciales avaient été bouleversées par l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Imaginez, Marcus, combien coûte un seul exemplaire publicitaire dans le métro de New York. Une fortune. On paye beaucoup d'argent pour une affiche dont la durée de vie est limitée, et dont le nombre de gens qui la verront est limité aussi. Il faut que ces gens soient à New York et prennent 7 lignes de métro à 7 arrêts, dans un espace de temps donné. Alors que désormais, il suffit de susciter l'intérêt d'une façon ou d'une autre, de créer le buzz, comme on dit, de faire parler de vous, et de compter sur les gens pour parler de vous sur les réseaux sociaux. Vous accédez à un espace publicitaire gratuit et illimité. Des gens à travers le monde se chargent, sans même s'en rendre compte, d'assurer votre publicité à une échelle planétaire. N'est-ce pas incroyable? Les utilisateurs de Facebook ne sont que des hommes sandwich qui travaillent gratuitement. Ce serait stupide de ne pas les utiliser. C'est ce que vous faites, hein. En vous refilant $1 million? Oui. Payez un type avec un salaire de NBA ou de NHL pour écrire un bouquin, et vous pouvez être sûr que tout le monde va parler de lui. À New York, au siège de Schmidt & Hanson, la tension était à son comble. Des équipes entières étaient mobilisées pour assurer la production et le suivi du livre. Je reçus par FedEx une machine à conférence téléphonique qui me permettait de participer depuis ma suite du Regents à toutes sortes de réunions qui se tenaient à Manhattan. Réunions avec l'équipe marketing chargée de la promotion du livre, réunions avec l'équipe graphique chargée de la création de la couverture du livre, réunions avec l'équipe juridique chargée d'étudier tous les aspects légaux liés au livre, et enfin, réunion avec une équipe d'écrivains fantômes que Barnaski utilisait pour certains de ses auteurs célèbres et qu'il voulait absolument me refourguer. Réunion téléphonique numéro 2, avec les écrivains fantômes. Le livre doit être bouclé dans 3 semaines, Marcus, me répéta pour la 10e fois Barnaski. Après, nous aurons 10 jours pour corriger, puis 1 semaine pour l'impression. Ce qui veut dire qu'avant la fin septembre, on arrose le pays. Vous y arriverez? Oui, Roy. S'il faut, nous venons de suite, hurla en arrière-fond le chef des écrivains fantômes qui se nommait Frank Lancaster. On prend le premier avion pour Concorde, on est là demain pour vous aider. J'entendais tous les autres beugler que oui, ils seraient là demain et que ce serait formidable. Ce qui serait formidable, ce serait de me laisser travailler, répondis-je. Je ferai ce livre tout seul. Mais ils sont très bons, insista Barnaski. Vous-même, vous ne verrez pas la différence.
Oui, vous-même, vous ne verrez pas la différence, répéta Franck. Pourquoi vouloir travailler quand vous pouvez ne pas le faire? Ne vous en faites pas, je tiendrai les délais. Réunion téléphonique numéro 4, avec l'équipe marketing. Monsieur Goldman, me dit Sandra du marketing, il nous faudrait des photos de vous pendant l'écriture de votre livre, des photos d'archives avec Harry, des photos d'Aurora, et aussi vos notes pour la rédaction du livre. Oui, toutes vos notes, renchérit Barnaski. Oui, bon, pourquoi demandai-je. Nous voudrions publier un livre à propos de votre livre, m'expliqua Sandra. Comme un journal de bord, richement illustré. Ça va avoir un succès fou. Tous ceux qui auront acheté votre livre voudront le journal du livre, et inversement. Vous verrez. Je soupirai. Vous ne pensez pas que j'ai autre chose à faire pour le moment que de préparer un livre sur le livre que je n'ai pas encore terminé? Pas encore terminé, hurla Barnaski, hystérique. Je vous envoie immédiatement les écrivains fantômes. N'envoyez personne, au nom du ciel, laissez-moi finir mon bouquin tranquillement. Réunion téléphonique numéro 6, avec les écrivains fantômes. Nous avons écrit que lorsqu'il enterre la petite, Caleb pleure, me déclara Frank Lancaster. Comment ça, nous avons écrit? Oui, il enterre la gamine et il pleure. Les larmes coulent dans la tombe. Ça fait de la boue. C'est une jolie scène, vous verrez. Mais nom de Dieu, est-ce que je vous ai demandé d'écrire une jolie scène sur Caleb enterrant Nola? Enfin, non, mais monsieur Barnaski m'a dit... Barnaski? Allô, Roy? Vous êtes là? Allô? Allô? Oui, Marcus, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ne vous énervez pas, Marcus. Je ne peux pas prendre le risque que le livre ne soit pas terminé à temps. Alors, je leur ai demandé d'aller de l'avant, au cas où. Simple précaution. Si vous n'aimez pas, nous n'utiliserons pas les textes. Mais imaginez que vous n'ayez pas le temps de finir. Ce sera notre bouée de sauvetage. Réunion téléphonique numéro 10, avec l'équipe juridique. Bonjour, monsieur Goldman. Ici Richardson du juridique. Alors, on a tout étudié ici, et nous sommes affirmatifs. Vous pouvez mentionner des noms propres dans votre livre. Stern, Pratt, Caleb. Tout ce dont vous parlez est repris dans le rapport du procureur, qui est repris par les médias. On est blindé, on ne risque rien. Il n'y a ni invention, ni diffamation. Il n'y a que des faits. Ils disent que vous pouvez aussi rajouter des scènes de sexe et d'orgie, sous forme de fantasmes ou de rêves, ajouta Barnaski. N'est-ce pas, Richardson? Absolument. Je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs. Votre personnage peut rêver qu'il a des rapports sexuels, ce qui vous permet de mettre du sexe dans votre livre, sans risquer un procès. Oui, un peu plus de sexe, Marcus, reprit Barnaski. Franck me disait l'autre jour que votre livre est très bon, mais que c'est dommage parce qu'il manque un peu de piment. Elle a 15 ans, Kébert en a 30 et quelques à cette époque. Faites monter la sauce, caliente comme on dit au Mexique. Mais vous êtes complètement fou, Roy, m'écriai-je. Vous gâchez tout, Goldman, soupira Barnaski. Les histoires de Sainte Nitouche, ça emmerde tout le monde. Réunion téléphonique numéro 12, avec Roy Barnaski. Allô, Roy? Comment ça, Roy? Maman? Marquis? Maman? Marquis, c'est toi? Qui est Roy? Merde, je me suis trompé de numéro. Trompé de numéro? Il appelle sa mère, il dit merde et il dit qu'il se trompe de numéro? C'était pas ce que je voulais dire, maman. C'est simplement que je devais appeler Roy Barnaski et que j'ai machinalement composé votre numéro. J'ai la tête ailleurs en ce moment. Il appelle sa mère parce qu'il a la tête ailleurs. C'est de mieux en mieux. Vous donnez la vie et qu'est-ce que vous recevez en retour? Rien. Désolée, maman. Embrasse papa, je te rappellerai. Attends. Quoi? Tu n'as donc pas une minute pour ta pauvre mère? Ta mère qui t'a fait si beau et grand écrivain ne mérite pas quelques secondes de ton temps? Te souviens-tu du petit Jeremy Johnson? Jérémy? Oui, on était ensemble à l'école. Pourquoi me parles-tu de lui? Sa mère était morte, te rappelles-tu? Eh bien, ne crois-tu pas qu'il aimerait pouvoir prendre le téléphone et parler à sa petite maman chérie qui est au ciel avec les anges? Il n'y a pas de ligne téléphonique pour le ciel, Marquis, mais il y en a vers Montclair. Essaie de t'en souvenir de temps en temps. Jérémy Johnson? Mais sa mère n'est pas morte. C'est ce qu'il essayait de faire croire, parce qu'elle avait du duvet sombre sur les joues qui ressemblait méchamment à de la barbe, et que tous les autres enfants se moquaient de lui. Du coup, il disait que sa mère était morte et que cette femme était sa nounou. Quoi? La nounou barbue des Johnson était la mère? Oui, maman. J'entendis ma mère s'agiter et appeler mon père. Nathan, viens vite, veux-tu? Il y a un plot de queue que tu dois absolument connaître. La femme à barbe chez les Johnson, c'était la mère. Comment ça, tu savais? Et pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Maman, je dois raccrocher maintenant, j'ai un rendez-vous téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire un rendez-vous téléphonique? C'est un rendez-vous pour se parler par téléphone. Pourquoi ne faisons-nous pas des rendez-vous téléphoniques ensemble? Les rendez-vous téléphoniques, c'est pour le travail, maman. Qui est ce Roy, mon chéri? Est-ce l'homme nu qui se cache dans ta chambre? Tu peux tout me dire, je suis prête à tout entendre. Pourquoi veux-tu faire des rendez-vous phoniques avec cet homme sale?
Roy est mon éditeur, maman. Tu le connais, tu l'as rencontré à New York. Tu sais, Marquis, j'ai parlé de tes problèmes sexuels avec le rabbin. Il dit que... Maman, ça suffit, je vais raccrocher maintenant. Embrasse papa. Réunion téléphonique numéro 13, avec l'équipe graphique. Il y eut un brainstorming pour choisir la couverture du livre. Ce pourrait être une photo de vous, suggéra Steven, chef des graphistes. Ou une photo de Nola, proposa un autre. Une photo de Caleb, ça ferait bien, non lança un troisième à la cantonade. Et si on mettait une photo de la forêt, surenchérit un assistant graphique. Oui, quelque chose de sombre et d'angoissant, ça pourrait être pas mal, dit Barnaski. Ou quelque chose de sobre, finis-je par suggérer. Une vue d'aurora, et au premier plan, en ombre chinoise, deux silhouettes non identifiables, mais dont on pourrait penser qu'il s'agit de Harry et Nola, marchant côte à côte sur la route 1. Attention au sobre, dit Steven. Le sobre ennuie. Et ce qui ennuie ne se vend pas. Réunion téléphonique numéro 21, avec les équipes juridiques, graphiques et marketing. J'entendis la voix de Richardson du juridique. Voulez-vous des donuts? Je répondis. Hein? Moi? Non. Ce n'est pas à vous qu'il parle, me dit Steven du graphisme. C'est à Sandra du marketing. Barnaski s'agita. Est-ce que l'on pourrait arrêter de bouffer et d'interférer dans la discussion en se proposant des petites tasses de café bien chaud et des beignets? On joue à la dinette ou on fabrique des best-sellers ici? Alors que mon livre avançait à toute allure, l'enquête sur l'assassinat du chef Pratt piétinait. Gallowwood avait réquisitionné plusieurs enquêteurs de la brigade criminelle, mais ils ne progressaient pas. Aucun indice, aucune trace exploitable. Nous eûmes une longue discussion à ce sujet dans un bar pour routiers de la sortie de la ville, où Gallowwood venait parfois se réfugier et jouer au billard. C'est ma tanière, me dit-il, en me tendant une queue pour entamer une partie. J'y suis venu souvent ces derniers temps. Ça n'a pas été facile, hein. Maintenant, ça va. On est au moins parvenu à régler cette affaire Kellergan, c'est l'important. Même si ça a déclenché un merdier plus important que ce que je pensais. C'est surtout le procureur qui a le mauvais rôle, comme toujours, parce que le procureur est élu. Et vous? Le gouverneur est content, le chef de la police est content, donc tout le monde est content. D'ailleurs, les grandes huiles songent à ouvrir une unité de dossiers jamais élucidés, et ils voudraient que j'en sois. Les dossiers jamais élucidés? Mais est-ce que ce n'est pas frustrant de n'avoir ni le criminel ni la victime? Au fond, ce n'est qu'une histoire de mort. C'est une histoire de vivant. Dans le cas de Nola Kellergan, le père a le droit de savoir ce qui est arrivé à sa fille, et Kébert a failli subir à tort l'épreuve du tribunal. La justice doit pouvoir finir son travail, même des années après les faits. Et Caleb, demandai-je. Je crois que c'est un type qui a perdu les pédales. Vous savez, dans ce genre de cas, soit on a affaire à un criminel en série, mais il n'y a eu aucun cas similaire à celui de Nola dans la région durant les 2 ans qui ont précédé et suivi son enlèvement, soit il s'agit d'un coup de folie. J'acquiesçai. Le seul point qui me chiffonne, me dit Gallowwood, c'est Pratt. Qui l'a tué et pourquoi? Il y a encore une inconnue dans cette équation, et j'ai bien peur que nous ne parvenions jamais à la résoudre. Vous pensez toujours à Stern? Je n'ai que des soupçons. Je vous ai fait part de ma théorie, selon laquelle il y a des zones d'ombre sur sa relation avec Luther. Quel est ce lien entre eux? Et pourquoi Stern n'a-t-il pas mentionné la disparition de sa voiture? Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Pourrait-il y être mêlé de loin? C'est possible. Vous ne lui avez pas posé la question, demandai-je? Si, il m'a reçu 2 fois, très gentiment. Il dit qu'il se sent mieux depuis qu'il m'a raconté cet épisode du tableau. Il m'a indiqué qu'il autorisait Luther à utiliser parfois cette Chevrolet Monte-Carlo noire à titre privé, parce que sa Mustang bleue tournait mal. J'ignore si c'est la vérité, mais en tout cas, cette explication tient la route. Tout tient parfaitement la route. J'ai eu beau fouiller intégralement la vie de Stern, je n'ai rien trouvé. J'ai parlé à Scylla Mitchell également. Je lui ai demandé ce qu'il était advenu de la Mustang de son frère. Elle dit qu'elle n'en a aucune idée. Cette bagnole a disparu. Je n'ai rien contre Stern, rien qui puisse faire penser qu'il soit impliqué dans l'affaire. Pourquoi un homme comme Stern se laissait-il complètement dominer par son chauffeur, cédant à ses caprices, lui mettant à disposition une voiture? Il y a quelque chose qui m'échappe. À moi aussi, l'écrivain. À moi aussi. Je plaçai mes boules sur le tapis. Mon livre devrait être fini d'ici 2 semaines, dis-je. Déjà? Vous avez écrit vite? Pas si vite que cela. Vous entendrez peut-être dire que c'est un livre écrit en 2 mois, mais en fait il m'a fallu 2 ans. Il sourit. À la fin du mois d'août 2008, j'achevai d'écrire l'affaire Harry Kébert, livre qui allait rencontrer 2 mois plus tard un succès absolument phénoménal. Il fut alors temps pour moi de retourner à New York, où Barnaski s'apprêtait à lancer la promotion du livre à grands coups de séances photos et de rencontres avec les journalistes. Par un hasard du calendrier, je quittai Concorde l'avant-dernier jour d'août. Sur la route, je fis un détour par Aurora pour aller trouver Harry à son motel. Il était, comme toujours, assis devant la porte de sa chambre. Je rentre à New York, lui dis-je. Alors, c'est un adieu? C'est un au revoir, je reviendrai vite. Je vais réhabiliter votre nom, Harry. Donnez-moi quelques mois et vous redeviendrez à nouveau l'écrivain le plus respecté du pays. Pourquoi faites-vous cela, Marcus? Parce que vous avez fait de moi ce que je suis. Alors quoi?
Vous estimez avoir une espèce de dette envers moi? J'ai fait de vous un écrivain, mais comme il semble qu'aux yeux de l'opinion publique je n'en sois plus un moi-même, vous essayez de me rendre ce que je vous ai donné? Non, je vous défends parce que j'ai toujours cru en vous, toujours. Je lui tendis une lourde enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Mon livre. Je ne le lirai pas. Je veux votre accord avant de le publier. Ce livre, c'est le vôtre. Non, Marcus, c'est le vôtre, et c'est bien là le problème. Quel est le problème? Je pense que c'est un livre magnifique. Et en quoi est-ce un problème? C'est compliqué, Marcus. Un jour, vous comprendrez. Mais comprendre quoi, au nom du ciel? Parlez, enfin, parlez! Un jour, vous comprendrez, Marcus. Il y eut un long silence. Qu'allez-vous faire à présent? Finis-je par demander. Je ne vais pas rester ici. C'est où ici? Dans ce motel, dans le New Hampshire, en Amérique? Je voudrais aller au paradis des écrivains. Le paradis des écrivains, qu'est-ce que c'est? Le paradis des écrivains, c'est l'endroit où vous décidez de réécrire la vie comme vous auriez voulu la vivre. Car la force des écrivains, Marcus, c'est qu'ils décident de la fin du livre. Ils ont le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir. Ils ont le pouvoir de tout changer. Les écrivains ont au bout de leurs doigts une force que souvent ils ne soupçonnent pas. Il leur suffit de fermer les yeux pour inverser le cours d'une vie. Marcus, que se serait-il passé ce 30 août 1975 si... On ne change pas le passé, Harry, n'y pensez pas. Mais comment pourrais-je ne pas y penser? Je posai le manuscrit sur la chaise à côté de lui et je fis mine de m'en aller. De quoi parle votre livre? M'interrogea-t-il alors. C'est l'histoire d'un homme qui a aimé une jeune femme. Elle avait des rêves pour deux. Elle voulait qu'ils vivent ensemble, qu'ils deviennent un grand écrivain, un professeur d'université, et qu'ils aient un chien couleur du soleil. Mais un jour, cette jeune femme a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. L'homme, lui, est resté dans la maison, à attendre. Il est devenu un grand écrivain. Il est devenu professeur à l'université. Il a eu un chien couleur du soleil. Il a fait exactement tout ce qu'elle lui avait demandé. Et il l'a attendue. Il n'a jamais aimé personne d'autre. Il a attendu, fidèlement, qu'elle revienne. Mais elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle est morte? Oui, mais maintenant cet homme peut en faire le deuil. Non, il est trop tard. Il a 67 ans désormais. Il n'est jamais trop tard pour aimer de nouveau. Je lui fis un signe amical de la main. Au revoir, Harry. Je vous appellerai à mon arrivée à New York. N'appelez pas, c'est mieux. Je descendis les escaliers extérieurs qui menaient au parking. Alors que je m'apprêtais à remonter en voiture, je l'entendis crier à mon intention, depuis la balustrade du premier étage. Marcus, quelle est la date d'aujourd'hui? Le 30 août, Harry. Et quelle heure est-il? Il est presque 11 heures du matin. Plus que 8 heures, Marcus. 8 heures avant quoi? Avant qu'il soit 19 heures. Je ne saisis pas tout de suite et je demandai. Que se passe-t-il à 19 heures? Nous avons rendez-vous, elle et moi, vous le savez bien. Elle viendra. Regardez, Marcus, regardez où nous sommes. Nous sommes au paradis des écrivains. Il suffit de l'écrire et tout pourra changer. 30 août 1975, au paradis des écrivains. Elle décida de ne pas passer par la route 1, mais de longer l'océan. C'était plus prudent. Serrant le manuscrit dans ses bras, elle courut sur les galets et sur le sable. Elle était presque à la hauteur de Goose Cove. Encore 2 ou 3 miles à marcher et elle arriverait au motel. Elle regarda sa montre. Il était un peu plus de 18 heures. D'ici 45 minutes, elle serait au rendez-vous. À 19 heures, comme convenu. Elle continua encore et arriva aux abords de Side Creek Lane, où elle jugea qu'il était temps de traverser la bordure de forêt jusqu'à la route 1. Elle remonta de la plage à la forêt, en grimpant sur une succession de rochers, puis elle traversa prudemment les rangées d'arbres, en prenant garde de ne pas se griffer ni déchirer sa jolie robe rouge dans les fourrés. À travers la végétation, elle aperçut une maison au loin. Dans la cuisine, une femme préparait une tarte aux pommes. Elle rejoignit la route 1. Juste avant qu'elle ne sorte de la forêt, une voiture passa à bonne allure. C'était Luther Caleb qui s'en retournait à Concorde. Elle longea la route sur 2 miles encore, et elle arriva bientôt au motel. Il était 19 heures précises. Elle se faufila à travers le parking et emprunta l'escalier extérieur. La chambre 8 était au premier étage. Elle gravit les marches 4 à 4 et tambourina à la porte. On venait de frapper à la porte. Il se leva précipitamment du lit sur lequel il était assis pour aller ouvrir. « Harry, Harry chéri !» s'écria-t-elle en le voyant apparaître dans l'encadrement de la porte. Elle sauta à son cou et le couvrit de baisers. Il la souleva. « Nola, tu es là! Tu es venue! Tu es venue !» Elle le regarda drôlement. « Évidemment que je suis venue, quelle question, enfin !» J'ai dû m'assoupir, et j'ai fait ce cauchemar. J'étais dans cette chambre et je t'attendais et tu ne venais pas. Et j'attendais encore, et tu ne venais jamais. Elle se serra contre lui. Quel horrible cauchemar, Harry!
Je suis là maintenant, je suis là et pour toujours. » Ils s'enlacèrent longuement et lui offrit les fleurs qui trempaient dans le lavabo. « Tu n'as rien emporté » demanda Harry lorsqu'il constata qu'elle n'avait pas de bagages. « Rien, pour être plus discrète. Nous achèterons le nécessaire en route. Mais j'ai pris le manuscrit. Je l'ai cherché partout. J'avais pris avec moi. Je l'ai lu. J'ai tellement aimé Harry. C'est un chef-d'œuvre. » Ils s'enlacèrent encore, puis elle dit « Partons, partons vite. Partons tout de suite. »« Tout de suite ?»« Oui, je veux être loin d'ici. Pitié, Harry, je ne veux pas risquer qu'on nous retrouve. Partons tout de suite. » Le soir tombait. C'était le 30 août 1975. Deux silhouettes s'échappèrent du motel et descendirent rapidement l'escalier qui menait au parking avant de s'engouffrer dans une Chevrolet Monte-Carlo noire. On put apercevoir la voiture s'engager sur la route 1 en direction du nord. Elle avançait à bonne allure, disparaissant vers l'horizon. On ne distingua bientôt plus sa forme. Elle devint un point noir, puis une tache minuscule. On devina encore un instant le minuscule point de lumière que dessinaient les phares, puis elle disparut complètement. Il partait vers la vie.